Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la raison pour laquelle la Turquie ne veut pas laisser tomber la ville syrienne d'Azaz entre les mains des forces kurdes serait que celle-ci se trouve sur la voie d'approvisionnement par laquelle Ankara aiderait l'organisation État islamique. La porte-parole Maria Zakharova a affirmé que certains pays auraient demandé à la Russie de ne pas toucher, je cite, un corridor près de la frontière turco-syrienne vers Azaz. Elle a ajouté que l'avertissement visera à garantir que la Turquie puisse continuer son acheminement quotidien d'armes, de munitions et de nourriture à l'organisation État islamique, à Al-Nusra et à d'autres groupes terroristes par cette zone. Mardi, le Kremlin avait fermement rejeté les accusations d'Ankara, selon lesquelles des bombes russes ont visé plusieurs centres médicaux et des écoles dans le nord de la Syrie. L'ONU a dit que 50 civils, dont des enfants, ont été tués là-bas. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a déclaré qu'Ankara souhaitait éviter de s'impliquer dans le conflit syrien. Il a également reproché à la Russie de s'être plainte auprès de l'ONU au sujet des bombardements turcs sur des cibles de l'opposition kurde. À la demande de Moscou, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira pour aborder l'incident mardi. Plus tôt dans la journée, un membre du gouvernement turc a précisé qu'Ankara avait demandé à ses alliés, et notamment aux États-Unis, de prendre part à une grande opération commune qui mettrait fin à la guerre civile en Syrie. La Turquie estime qu'à ce stade, cette solution militaire s'impose, mais ne souhaite pas s'engager seule dans l'offensive. Mardi matin, à Séoul, les vice-ministres des Affaires étrangères de Chine et de la République de Corée ont tenu le 7e dialogue stratégique de haut niveau. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Yesui, et son homologue sud-coréen co-organisaient la réunion. Les deux parties ont échangé leurs vues sur les relations bilatérales entre leurs pays et la situation actuelle dans la péninsule coréenne, ainsi que sur d'autres problèmes d'intérêt mutuel. Monsieur Zhang a aussi rencontré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, et a répété la position de la Chine contre le déploiement du système antimissile américain THAAD en Corée du Sud. Les discussions se sont déroulées après le test nucléaire récent et le lancement d'une fusée à longue portée effectuée par la RPDC. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a fait savoir qu'une commission d'enquête indépendante sur les émeutes de Mongkok était inutile. Reportage. C'est lundi par voie de communiqué que le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les émeutes survenues sur l'île étaient un incident violent et d'ajouter que la police avait ouvert une enquête visant à conduire les coupables devant la justice. Le gouvernement a précisé que Hong Kong profitait maintenant d'un accès libre à l'information et que la région administrative spéciale était une société très démocratique et transparente. Dans le communiqué, il est précisé que les Hongkongais bénéficient de la liberté d'expression et sont à même d'exprimer leurs opinions et leurs aspirations concernant les problèmes sociaux et le gouvernement en utilisant différents moyens. Cependant, les commentaires et les demandes ne peuvent être exprimés sous la forme d'actes violents ou illégaux. Par ailleurs, l'ex-chef du bureau de la sécurité de Hong Kong, Ambrose Lee, a déclaré lors d'une émission de radio qu'il était choqué par les émeutes survenues à Mongkok. Il a évoqué des forces politiques derrière ces affrontements, des forces qui incitent la jeunesse à prendre de mauvaises décisions. Enfin, il a ajouté que ces émeutes avaient été préméditées et que les participants avaient tendu une embuscade aux officiers de police durant le festival du printemps, période au cours de laquelle la présence policière est réduite. On passe à la Russie à présent. Une puissante explosion a provoqué l'effondrement partiel d'un bâtiment résidentiel dans la ville de Yaroslav tôt ce matin. Selon les responsables, 4 personnes ont été tuées, mais beaucoup pourraient encore être coincées sous les décombres. En effet, 40 personnes sont supposées habiter dans la partie effondrée du bâtiment. Les secouristes et les pompiers sont sur place à la recherche d'éventuels survivants. Des hélicoptères ont été dépêchés depuis Moscou pour aider dans les efforts de secours. Les autorités pensent qu'un équipement au gaz défectueux est à l'origine de l'explosion. Chaque jour, près de 2000 réfugiés entament un dangereux périple en bateau en direction de l'Europe. Ce nombre a été multiplié par 10 par rapport à l'année dernière, mais un nouveau plan a été mis au point par l'OTAN afin d'enrayer cette augmentation et de sauver des vies par la même occasion.
Des secouristes turcs font tout leur possible pour arriver sur place aussi vite qu'ils le peuvent. Une embarcation d'une dizaine de mètres transportant des réfugiés syriens vers la Grèce a chaviré. Un garde-côte plonge pour venir en aide à un survivant. Pelen Hussein est accroché à la seule partie du bateau qui émerge encore. Lorsqu'il est ramené à bord, il tremble de peur et de froid. Surtout, il est en état de choc. Le temps qu'il a passé dans les eaux froides fait qu'il souffre d'hypothermie. Le sergent qui l'a repêché le calme et le prépare pour son évacuation par hélicoptère. Hussein est emmené à l'hôpital. Il survivra, mais personne ne sait ce qu'il adviendra de lui par la suite. Et Hussein fait partie des plus chanceux. Seulement 6 personnes ont survécu à ce naufrage. Les autres passagers, 16 adultes et 11 enfants, sont morts noyés. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale des migrations estime que plus de 70 000 réfugiés ont fait le choix de cette traversée. Plus de 300 d'entre eux ont péri en chemin. Nous envoyons des navires dans la direction appropriée. La semaine dernière, le commandant en chef des forces alliées de l'OTAN a annoncé une nouvelle mission et plusieurs navires ont immédiatement été envoyés en direction de la mer Égée. Il ne s'agit pas d'arrêter ou de repousser les bateaux de réfugiés. L'OTAN souhaite contribuer aux missions de surveillance visant à empêcher le trafic humain et les réseaux criminels. L'OTAN tente d'identifier les passeurs qui affrètent ces bateaux. À l'heure actuelle, la seule certitude de l'organisation tient à la route empruntée par les réfugiés. Leur voyage débute en Syrie, d'où ils s'échappent en passant par la Turquie. Ils embarquent ensuite en direction des îles grecques qui se situent dans la mer Égée. Puis de Grèce, les réfugiés tentent d'atteindre l'Allemagne et d'autres États européens. D'autres réfugiés font le même voyage depuis l'Irak, l'Afghanistan et l'Érythrée. Cet afflux pourrait amener l'OTAN à étendre son intervention au-delà de la mer Égée. Ce point est actuellement en cours de discussion. Des avions saoudiens se posent à l'heure actuelle dans la base turque d'Incirlik. L'Arabie saoudite se dit prête à envoyer des troupes au sol en Syrie si l'OTAN et la coalition menée par les États-Unis en font de même. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que le gouvernement chinois resterait vigilant pour maintenir la stabilité financière. Lors d'une réunion du Conseil des affaires d'État organisée lundi soir, il a déclaré que les fluctuations des marchés boursiers mondiaux apportaient de grands défis et une incertitude à l'économie chinoise. Il a cependant ajouté que l'économie chinoise serait stable avec des hausses de revenus et davantage de création d'emplois. Les commentaires du Premier ministre interviennent après la chute de ces derniers jours des marchés boursiers mondiaux qui ont déclenché de nouvelles inquiétudes sur la reprise mondiale. Li Keqiang a également affirmé que le gouvernement chinois devait rester vigilant et garder le marché financier stable. Il a indiqué que la politique gouvernementale de l'an dernier pour les marchés boursiers et de change était correcte et qu'elle avait permis d'éviter avec succès des risques systématiques. Toutefois, il a précisé que les régulateurs devaient également tirer des leçons et garantir que les supervisions restent efficaces et suffisantes. Le ministère chinois du Commerce a annoncé que l'investissement à l'étranger de la Chine avait connu une forte hausse en janvier. Reportage. Le ministère a déclaré que l'investissement direct non financier à l'étranger avait augmenté de 18,2% par rapport à l'année précédente, à 12,02 milliards de dollars dans le mois. C'est presque 3 fois la croissance enregistrée le mois précédent. L'investissement dans le secteur manufacturier a connu près de 90% de progression au cours du premier mois de cette année. Les secteurs clés sont l'équipement électronique, la médecine, les produits métalliques et l'industrie automobile. Janvier a aussi vu une progression des investissements directs vers les États-Unis de près de 4 fois supérieure à l'année précédente à 1,56 milliard de yuan. Et compte tenu des actuels projets de fusion et acquisition, le ministère s'attend à un fort élan dans la poursuite de cette tendance durant l'année en cours. Les projets d'investissement majeurs aideront à améliorer les capacités opérationnelles des entreprises chinoises ainsi que les allocations de ressources globales. Le bon départ marque un pas plus solide pour que les entreprises chinoises aillent à l'international. À partir de ce mardi, la Banque du Japon va suivre une politique de taux d'intérêt négatif. Conformément à cette nouvelle politique, la BOJ prélèvera 0,1% sur les réserves excessives déposées à la Banque centrale par les banques nippones. L'objectif est d'inciter les banques, les entreprises et les épargnants à dépenser et investir. Au départ, près de 10 000 milliards de yens, soit 88 milliards de dollars de réserves bancaires, seront soumis au taux d'intérêt négatif. Certains analystes considèrent déjà que ce plan constitue un échec parce que Tokyo n'a pas les moyens de stimuler la croissance économique. Le cours de l'or a ces derniers mois augmenté pour quasiment atteindre son plus haut niveau depuis un an. Reportage.
Le métal jaune est de nouveau à la mode. L'or a en effet tendance à briller lors des périodes d'instabilité économique. La question des taux d'intérêt dans le monde est l'un des principaux facteurs. En lien avec cela, les investisseurs ont modifié leurs attentes au sujet de la hausse des taux de la Fed. Elles sont beaucoup plus basses et l'idée générale, c'est une idée qui fait peur et que les banques centrales n'ont d'autre choix que d'aller dans ce sens et cela donne un sentiment de panique. Car l'or est considéré comme une valeur refuge durant les périodes déflationnistes, mais aussi inflationnistes. Dans le cas d'un scénario déflationniste, nous allons avoir plus de taux d'intérêt négatifs, plus de dévaluation de devises et une hausse du prix de l'or. Et dans un scénario inflationniste, nous allons avoir des taux d'intérêt plus élevés, mais également en réponse à cette inflation, un intérêt toujours croissant pour l'or. Pour d'autres, le récent intérêt pour l'or s'explique par la faiblesse des cours du pétrole. Le pétrole a des cours qui jouent le rôle d'indicateur déflationniste. Il baisse pour une bonne raison, car il existe de nombreux pays producteurs de pétrole dans une partie du monde qui connaissent des troubles graves, mais aussi des troubles déflationnistes. Quand le pétrole baisse, l'or a tendance à monter. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le pétrole est à la hausse et l'or à la baisse, à l'opposé exact de ce que nous avons connu au début de la décennie. Les investisseurs chinois se sont eux aussi laissés prendre au jeu. Selon le Conseil mondial de l'or, la Chine est l'un des principaux consommateurs d'or. La demande a augmenté de 3% au quatrième trimestre en glissement annuel et la demande pour les pièces d'or a également augmenté de 25%. Les Chinois ont des mines d'or et ils sont certainement dans le rouge, car ils extraient de l'or de très basse qualité qui leur coûte très cher, probablement 1 500 $. Et ils encouragent également leur population à en posséder davantage. Donc les Chinois croient fortement que l'or va augmenter. Il est très probable que le prix de l'or atteigne 1 350 voire 1 400 $ d'ici la fin de l'année. Mais sur le long terme, je le vois atteindre de nouveaux records, jusqu'à 3 000 voire 5 000 $. Que ce soit la chute des cours du pétrole, les taux d'intérêt négatifs ou la faiblesse du dollar, les facteurs encourageant cette montée de l'or ne manquent pas. La fête du printemps est finie. Le congé d'une semaine a une fois de plus montré l'appétit grandissant des Chinois pour les achats, les sorties au restaurant et bien entendu les voyages. Les dernières statistiques du ministère du Commerce font apparaître un nouveau record de dépenses dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration du pays, avec des recettes accumulant 750 milliards de yuans, soit 115 milliards de dollars. C'est une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier. La plupart des dépenses de vacances s'est portée sur l'alimentation, le tabac et l'alcool. La bijouterie et les équipements numériques ont aussi été des articles populaires pendant les vacances. Les données montrent aussi que les ventes au box-office dans les cinémas, pendant les 3 premiers jours de Nouvel An chinois, ont bondi de 80% par rapport à l'an dernier, à 1,7 milliard de yuans. C'est presque égal au total de la totalité du congé d'une semaine de l'an dernier. Le tourisme est devenu une option populaire pour les Chinois riches. À l'intérieur, les activités traditionnelles de la fête, les sources thermales et les sports d'hiver ont grandement bénéficié des sorties des gens. On estime à plus de 5,7 millions les voyages à l'étranger effectués par des Chinois pendant les vacances. Les 3 destinations les plus populaires étaient la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. Le commerce électronique transfrontalier pourrait devenir l'un des moteurs du commerce extérieur chinois. Les habitants de Shenzhen ont su profiter du système pour acquérir des produits importés durant la fête du printemps. Le shopping transfrontalier est devenu à la mode dans la zone de Tianrai à Shenzhen. Les touristes viennent ici pour sélectionner leurs produits parmi des milliers de biens achetés en ligne. Nous avons acheté du vin directement de la cave et les prix sont bas. C'est même moins cher qu'à Hong Kong. Acheter des produits directement à la sortie de l'usine permet de maintenir les prix bas. Acheter en ligne est toujours une bonne option. Les prix sont jusqu'à 25% moins chers que dans les boutiques grâce à une politique de taxation favorable. Beaucoup d'habitants en tirent avantage. Je suis venue ici spécialement pour acheter des produits importés, des choses à manger, des choses à utiliser. Et c'est pratique pour moi. Plus d'1 million de yuan de produits ont été importés via Tianrai l'an dernier. Les experts disent que la hausse du volume commercial pourrait aider au développement d'une chaîne industrielle. Nous pourrions rassembler toutes les activités ici à Tianrai.
comme les expos, les capitalisations, la logistique, etc. De cette façon, nous pourrions former un écosystème complet. La Chine espère utiliser le commerce électronique transfrontalier pour maintenir la croissance de son commerce extérieur. Des programmes pilotes ont été lancés à Shanghai et Hangzhou. En même temps, différents programmes gouvernementaux travaillent à échanger les informations pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Les autorités chinoises ont confirmé un deuxième cas du virus Zika sur leur territoire. Pas d'inquiétude cependant, les médecins disent que l'état de santé du patient s'améliore après avoir été traité et mis en quarantaine. Le deuxième cas du virus Zika en Chine. Le patient de 28 ans est originaire de la ville de Jiangmen, dans la province du Guangdong. Il a travaillé au Venezuela où le virus fait des ravages et retournait en Chine lorsqu'il a été détecté à l'aéroport de Guangzhou le 12 février. L'homme est entré en contact proche avec un ami au Venezuela qui a été infecté de la maladie qui est transmise par un moustique. Sa température était de 38,5 degrés Celsius à l'aéroport. Lundi, le Centre chinois pour la prévention et le contrôle des maladies a testé à nouveau ces échantillons de sang et d'urine que nous avons envoyés et ont confirmé qu'il était porteur du virus Zika. Après avoir été traité grâce à des techniques de médecine occidentale et de médecine traditionnelle chinoise, on dit que le patient fait des progrès. Les experts estiment que les probabilités que le virus se propage en Chine sont faibles en raison du temps froid. Mais des mesures ont été adoptées dans la province du Guangdong pour éliminer les moustiques. Nous avons mis sur pied plus de 100 réseaux pour surveiller la densité des moustiques. Les efforts d'éradication vont commencer dès que le nombre de moustiques va dépasser un certain niveau. Les médecins vont examiner les échantillons de sang et d'urine du patient de façon régulière. Ils ne le laisseront pas partir avant que le patient montre 2 tests négatifs consécutifs. Pour le moment, le patient demeure sous observation en quarantaine. Le virus Zika continue de se propager dans plusieurs pays. Découvrons en images quels sont les moyens de se protéger de cette infection. Le virus Zika est transmis par les moustiques. Afin de réduire les risques de l'attraper, l'Organisation mondiale de la santé conseille de faire usage de barrières physiques contre les moustiques et en premier lieu de fermer portes et fenêtres et de dormir sous une moustiquaire. Elle conseille également les produits anti-moustiques ou de se couvrir le corps de vêtements aussi colorés que possible. Pour se débarrasser des moustiques, il faut vider et nettoyer ou couvrir tout objet pouvant contenir de l'eau afin d'éliminer les endroits où ils pondent. Le taux de mortalité de ce virus est très bas. Environ 1 personne sur 5 ayant piqué par une moustique transportant par le virus Zika aura une fièvre moyenne, des démangeaisons et des douleurs musculaires. La plupart des personnes infectées guérissent dans un délai de 12 à 7 jours. Il n'existe aucun traitement efficace contre le virus. Les patients présentant des symptômes mineurs doivent prendre des médicaments contre la douleur et se reposer et boire beaucoup d'eau. Si leur état se dégrade, il leur est conseillé d'aller consulter un médecin. Les personnes ayant voyagé ou vivant dans les pays touchés par l'épidémie doivent eux aussi aller consulter s'ils souffrent de fièvre, de démangeaisons ou de douleurs musculaires. Cinéma à présent, la Chine est présente au Festival du film de Berlin grâce au réalisateur Yang Chao, dont le film Cross Current est l'un des 18 films en compétition pour l'Ours d'Or. L'une des actrices du film, Xin Zhele, a confié être folle de joie à l'idée que la présidente du jury, la célèbre actrice américaine Meryl Streep, ait pu la voir jouer. Reportage. Yang Chao mélange des éléments réels et surréalistes alors qu'il nous fait suivre la quête d'un jeune capitaine qui navigue sur le Yangtze pour livrer une cargaison mystérieuse. Il y croise, à chacune de ses étapes le long du fleuve, une jeune femme, qui est l'amour de sa vie. Et pendant son périple, il lit un recueil de poésie, tandis que l'écran affiche des vers de poètes chinois célèbres. Yang Chao explique que ce film est un poème d'amour en hommage au fleuve le plus long de Chine. C'est une grande tradition classique de la poésie chinoise, et les poètes successifs de la dynastie des Tang jusqu'à nos jours, mais aussi à travers les autres dynasties, ont tous utilisé les différentes approches pour parler du fleuve Yangtze. J'ai le sentiment de prolonger cette tradition poétique en me servant du cinéma.
L'actrice Sidgeley, qui joue la femme mystérieuse, s'est dite folle de joie à l'idée que la présidente du jury, Meryl Streep, ait vu son film. Je suis vraiment heureuse et contente que Meryl Streep préside ce jury, car elle a toujours été mon icône, mon idole. Je la vénérais avant même de devenir actrice. Et avant de devenir actrice, j'ai vu l'un de ses films. Et j'ai été vraiment touchée par son jeu dans le film. Et je suis vraiment chanceuse que mon idole voit mon film, me voit jouer. Et j'ai le sentiment d'être l'actrice la plus heureuse du monde. Qin Rao, qui joue le capitaine du bateau, Gao Chun, n'est pas aussi heureux d'être aujourd'hui à Berlin. Pour moi, le festival du film de Berlin est très important, car il y a 2 ans, j'ai présenté pour la première fois devant la presse celle qui est aujourd'hui mon épouse. Et à l'époque, nous attendions un enfant. Je devrais être avec eux à la maison en ce moment, car mon travail sur ce film a été éreintant. Mais j'ai parlé à mon épouse, et elle m'a dit de venir et d'aider à promouvoir le film. C'est pourquoi je suis ici. Mais ils me manquent très fort tous les deux en ce moment. Le festival du film de Berlin se termine samedi par la remise des prix, et notamment du très attendu Ours d'Or. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.